et à tous. Bonsoir Monsieur Perrier. Donc Philippe Perrier est diplômé de l'École centrale de Paris, a passé plus de 40 ans au bureau d'études de Dassault Aviation. Il a participé notamment à la conception aérodynamique de tous les avions de cette société depuis les années 70, du Falcon 50 au Falcon 5X, en passant par le Rafale et puis le drone Neuron. Il a été responsable technique du programme Rafale et directeur technique en charge en particulier de la conception aérodynamique, concepteur de l'hydroptère et membre de la commission technique aérodynamique de la 3AF. Philippe Perrier donc est titulaire de la médaille de l'aéronautique. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié pour ce CV fort complet. Juste un petit mot sur la 3AF. Donc la 3AF compte 22 commissions techniques par métier et par produit. Et 16 groupes régionaux. Donc le groupe Île-de-France compte à peu près une centaine de membres et nous organisons 8 à 9 conférences par an, tous les mardis, comme c'était précisé par Patrick, de 18h30 à 20h. Voilà. Monsieur Perrier, à vous, je vous laisse la parole pour une excellente soirée. Merci beaucoup pour cette très bonne introduction. Donc effectivement, comme on vient de vous le dire, j'ai fait beaucoup d'aérodynamique chez Dassault. Et quand j'étais dans une période de ma vie où je faisais de l'aérodynamique, j'ai été approché par l'hydroptère, les gens de l'hydroptère. Donc c'était Alain Thébault qui était un peu l'héritier de Tabarly sur ce projet, qui cherchait des gens pour l'aider à concevoir le bateau. Et donc, c'est tombé sur moi chez Dassault et j'ai commencé, c'était la fin des années 80. Et ben, je m'en suis jamais guéri parce que j'ai attrapé le virus. C'était pas le coronavirus, c'était le virus de l'hydroptère qui est encore plus virulent puisque plus de 30 ans après, je n'en suis toujours pas guéri. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler pas spécialement de l'hydroptère, mais plutôt des hydroptères. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur l'hydroptère en particulier, mais je pense qu'il est intéressant de parler des hydroptères en général, c'est-à-dire des bateaux qui volent et qui s'affranchissent le plus possible du principe d'Archimède. Alors, les hydroptères, il y a plus d'un siècle que ça existe. On considère que le premier qui a fait sortir un bateau de l'eau avec des ailes sous-marines, c'était un ingénieur italien qui s'appelait Forlanini en 1906 et qui a fait le bateau que vous voyez là, qu'il a fait naviguer sur le lac Majeur jusqu'à près de 40 nœuds. Et c'était quand même un peu compliqué comme engin, mais c'était très spectaculaire. Ensuite, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu beaucoup de projets de bateaux rapides à foil. En particulier, Boeing en a sorti plusieurs. Vous voyez ici un Boeing qui s'appelait le 929, qui emportait 240 passagers à plus de 40 nœuds. Et donc, plus tard, vous voyez ici un bateau qui a été la formule de bateau qui a été adoptée pour l'America's Cup en 2017, avec des formules de plus en plus originales. Ça, c'était un voilier à foil. Donc, le voilier, je vous parlerai un peu d'hydroptère aussi, et donc à voile. Et puis, j'ai aussi participé plus récemment à un projet aussi, il y a 3-4 ans, à un projet qui s'appelait Sea Bubble, dont je pense que certains d'entre vous ont entendu parler, qui était un projet mené par Alain Thébault, le même qui était en charge de l'hydroptère, qui visait à concevoir des petits engins, des petits bateaux-taxis, la taille d'une voiture, à foil pour décoller et pour servir de taxi sur des plans d'eau calme, donc des rivières ou des plans d'eau calme. Et donc, il m'a demandé de l'aider à concevoir les premiers prototypes de cet engin dont je vous parlerai aussi. Alors, avant de parler des bateaux qui volent, il faut commencer par comprendre les bateaux qui flottent. Et il y a deux grands ancêtres qui sont célèbres dans ce domaine. Le premier, c'est Archimède. Je pense que vous connaissez tous le principe d'Archimède. Donc, c'est ce qui permet au bateau de ne pas couler et de rester à la surface de l'eau. Mais lorsque le bateau avance, Froude a beaucoup contribué à voir ce qui se passait. Et en particulier, vous voyez le système de vagues que crée le bateau. Et ce système de vagues,
il a une longueur d'onde ici, dont on peut démontrer qu'elle ne dépend que de la vitesse du bateau et elle ne dépend pas de son déplacement, de sa forme ou de quoi que ce soit. Et Froude a montré que la résistance à l'avancement d'un bateau, elle est proportionnelle à son poids, mais aussi à un facteur qui dépend du rapport entre cette longueur d'onde et puis la longueur du bateau. Alors, une conséquence amusante de cette formule-là, que la longueur d'onde ne dépend que dépend du carré de la vitesse, c'est que l'angle du sillage d'un bateau, ici vous voyez une vue de dessus, vous voyez quand vous êtes au bord de la mer en fin d'après-midi tourné vers l'ouest sur une falaise, vous distinguez à peine le bateau, mais vous voyez très bien son sillage. Et l'angle de ce sillage, il est égal à 39 degrés, quel que soit le bateau, quelle que soit sa vitesse, quel que soit son déplacement. 39 degrés, c'est exactement 2 fois arc sinus un tiers. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis, vous pourrez vérifier que même un engin flottant qui est très différent de la péniche que je vous ai montré, à la surface d'un étang, eh ben, l'angle de son sillage est aussi de 39 degrés, c'est exactement le même. Alors, maintenant, à quoi ça sert de voler? Premier intérêt, c'est la performance. Alors, je viens de vous dire, Froude a montré que la résistance à l'avancement d'un bateau dépend directement du rapport entre sa vitesse, donc la longueur d'onde des vagues qu'il crée, et la longueur du bateau. Et vous voyez ici un schéma où la longueur d'onde est légèrement supérieure à la longueur du bateau. C'est un peu la situation du bateau que vous voyez au-dessus. Et le bateau, à ce moment-là, il tend à se cabrer. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà navigué sur des Zodiacs ou des bateaux comme ça. Et donc, le bateau, quand il accélère, il y a une première phase où il se cabre. Et après, il continue à accélérer, il se remet à plat. Eh bien, cette phase où il se cabre, c'est le moment où la longueur d'onde de la vague qu'il crée commence à devenir supérieure à la longueur du bateau. Et à ce moment-là, le bateau, il a besoin de monter sur sa vague d'étrave. Et là, il y a une bosse de résistance à l'avancement qui est colossale, qui peut atteindre 10% du poids du bateau. Donc, ça demande des puissances considérables et c'est considéré comme une limite pour tous les bateaux qui n'ont pas une surpuissance. Les bateaux, en particulier tous les voiliers de type archimédien, en général, n'ont pas les moyens de dépasser cette vitesse. Ensuite, quand le bateau, si le bateau a la puissance suffisante pour continuer à accélérer, eh bien, il arrive à se placer sur la bosse de la vague qu'il crée. Et dans ces conditions, la résistance diminue beaucoup. D'autant plus que intervient une portance de type hydrodynamique cette fois et qui n'est plus le fait de la poussée d'Archimède. Et donc, c'est la situation de l'hydroptère que vous voyez au-dessus, où dans ces conditions-là, il n'y a plus que une petite surface d'aile qui est dans l'eau, donc une diminution considérable de la surface mouillée, de la résistance à l'avancement et donc une possibilité de performance bien plus importante. La deuxième raison, c'est le confort. Alors, aller vite sur l'eau, l'eau c'est un milieu qui est agité avec des vagues, et aller vite sur l'eau comme cette planche à voile ici, vous voyez qui est en train d'essayer de faire une tentative de record du monde de vitesse. Les planches à voile aujourd'hui ont détenu le record du monde de vitesse pendant pas mal de temps avec des vitesses supérieures à 50 nœuds, mais pour arriver à ces vitesses-là, elles le font sur des plans d'eau qui doivent être parfaitement plats parce que à cette vitesse-là, la moindre vaguelette, elle sert de tremplin et la planche à voile décolle et en général tout le monde peut exploser. Donc les planches à voile ne peuvent arriver à ces vitesses-là que sur des plans d'eau. En général, c'est même des sortes de canaux. Il y en avait eu un qui avait été établi au Sainte-Marie de la Mer. C'est un canal qui a été creusé sur quelques dizaines de mètres de large et sur 1 kilomètre de long, bien orienté face au vent, de façon à ce qu'il n'y ait pratiquement aucun clapot. Ensuite, on peut aller à cette vitesse-là avec un peu plus de clapot, mais il faut des bateaux plus gros. Donc, vous voyez ici ce qu'on appelle un semi-rigide.
vous voyez, d'après la vague d'embrun qu'il y a derrière, que les passagers viennent de se prendre un grand coup de pied dans les fesses et qu'on voit par la position du bateau qu'ils vont en reprendre un autre dans la seconde qui suit probablement. Donc c'est quand même, et pourtant la mer, c'est pas une mer démontée. Donc aller vite dans ces conditions-là, aller à 40 ou 50 nœuds dans ces conditions-là, c'est quand même très très inconfortable avec un bateau qui flotte, on va dire. Ici, on peut aller encore plus loin, vous avez une vedette rapide. Donc, le raisonnement, c'est que le bateau, plus son tirant d'eau, le confort va dépendre du rapport entre la hauteur le creux de la mer et le tirant d'eau du bateau. En effet, si le creux est de l'ordre de grandeur du tirant d'eau, eh ben, on voit bien que le bateau, il y a des moments où il va être complètement hors de l'eau, donc il va rebondir de crête en crête, ce qui va être extrêmement inconfortable. Le gros avantage d'un hydroptère, c'est qu'il a des ailes profondes, donc il a un tirant d'eau qui est bien plus important. Sur cette photo qui a été prise juste dans la baie de San Francisco, vous voyez ici la route qui est à l'extrémité du Golden Gate, il y avait un creux il y avait plus d'un mètre de creux, et le bateau, il était pratiquement à 40 nœuds. J'étais à bord du bateau sur cette photo, et en fait, on a une sensation de puissance et de confort qui est incroyable, parce que le bateau, il passe à travers les vagues, et on n'est pas secoué comme dans un semi-rigide. Alors, maintenant, voler, c'est quand même pas forcément tout à fait trivial. Hein, ceux qui, je pense que parmi vous sont nombreux sont ceux qui connaissent un peu les principes de vol d'un avion. Vous savez qu'il y a des règles à respecter entre la position du centre de gravité et puis ce qu'on appelle le foyer, qui est un point qui dépend surtout de la géométrie des ailes, de l'empennage et tout ça. Eh bien, sur un bateau, pour faire voler un bateau, il y a des mêmes types de contraintes, puisque finalement ce sont des ailes sous-marines, mais avec un effet supplémentaire, c'est qu'en plus, les ailes, leur portance varie en fonction de leur enfoncement. Donc, il y a un critère, ce qu'on appelle le pilonnement, c'est-à-dire l'enfoncement du bateau par rapport à l'eau. Donc, il y a des critères un petit peu plus compliqués que sur un avion. Alors ici, vous voyez 3 types de bateaux qui ont une stabilité naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asservissement, il y a éventuellement des commandes de trim, comme sur un empennage horizontal, mais le bateau a une stabilité naturelle parce que les foils traversent l'eau en oblique, et donc, si le bateau sort de l'eau, la portance du foil diminue et ça le stabilise. Donc, vous voyez ici un bateau, ça c'est une photo que j'ai prise il y a à peine 3-4 ans. C'est un bateau qui fait la liaison entre la Sicile et les îles éoliennes et qui marche très très bien. À droite, vous avez une photo d'hydroptère et ici à gauche, vous avez une photo d'une maquette de Sea Bubble que j'ai réalisée moi-même pour justement essayer de concevoir les foils de cet engin. Alors, voilà l'engin à quoi il ressemblait. Donc, c'est une maquette à échelle 1/8 qui était radiocommandée. Et donc, l'idée, c'était que les foils soient parfaitement fixes, qu'il n'y ait pas besoin d'asservissement. Et c'est des foils en sorte un peu d'arc de cercle qui traversent la surface de l'eau. Donc, vous allez voir un petit film que je fais, je vous montre un petit peu comment fonctionne cet engin. Vous voyez très bien la forme des foils. Vous voyez la forme à l'arrière. Bon, vous voyez que la stabilité en roulis est peut-être pas aussi satisfaisante que ce qu'on voudrait, mais il n'empêche que le bateau décolle parfaitement et à des vitesses très très faibles. Le bateau, il était à quelques nœuds. Ah, désolé. Voilà. Alors ensuite, on peut aussi voler avec des conditions de stabilité qui soient, j'ai appelé ça assisté. Donc assisté, ben, vous avez ici un kitesurfer qui est sur un surf avec un foil immergé. Donc, le foil, ça ressemble à un petit avion immergé avec une aile principale et un petit empennage pour stabiliser. Et donc là, effectivement, l'engin, le système n'a aucune stabilité naturelle et c'est le kitesurfer lui-même qui assure la stabilité un peu comme sur un patin à glace. Vous remarquerez sur cette image que
le bateau, le foil n'a pratiquement aucun sillage. C'est remarquable parce que ça montre justement la faible résistance à l'avancement. Enfin, ça, en tout cas, le fait qu'il y a cette composante de vagues créée par l'engin a été complètement supprimée. Et d'ailleurs, vous ferez l'expérience cet été sur les plages. Vous voyez des kitesurfs sur la plage. Si vous en voyez un qui n'a aucun sillage, eh bien, c'est qu'il est sur un foil. Et tous les autres ont un sillage relativement important. Alors, une autre formule d'asservissement, vous voyez ici un catamaran qui est sur des foils aussi. Vous remarquez que les foils, ils traversent la côte verticalement. Donc, effectivement, il n'y a aucun effet stabilisateur en hauteur puisque la portance des foils ne varie pas en fonction de la hauteur. Et donc, ici, vous voyez là des petits bras qui, en fait, ont un palpeur à la surface de l'eau et avec une mécanique qui redescend et qui asservit le calage des foils. Donc là, vous avez une espèce de mécanique qui fait que c'est un automatisme pour garder le bateau à une hauteur définie. Là, vous avez le même genre d'automatisme, mais avec un principe un peu différent. Vous avez un palpeur à l'avant, et lui aussi, il est relié à un foil horizontal avec une incidence variable et par un système de tringlerie qui fait que le bateau normalement est asservi à une hauteur constante. Bon, le défaut de ces systèmes, c'est évidemment leur fragilité, parce que une tringlerie comme ça de renvoi, c'est quelque chose qui peut être un peu fragile. Dans une ambiance marine, c'est pas forcément très facile à entretenir. Et puis ici, si vous avez des algues qui passent ou un sac plastique, tout ça, effectivement, le bateau peut sans doute rapidement enfourner, puis c'est des pièces assez fragiles. Là, vous avez un autre système d'asservissement. Là, c'est carrément un système électronique. C'est un projet suédois qui s'appelle Candela, et d'ailleurs, c'est ce genre de formule vers lequel Alain Thébault s'est orienté, je crois, avec les dernières versions du Sea Bubble. Là, vous avez carrément un foil horizontal, mais qui est asservi avec des capteurs de hauteur sur le bateau et une électronique qui maintient la hauteur de vol. Alors, tous ces systèmes fonctionnent très bien. Effectivement, il y a un peu plus de mécanique. Et puis, personnellement, ma philosophie, c'est de commencer par faire simple avant de faire compliqué, parce que justifier des asservissements comme ça pour des applications commerciales, ça peut être compliqué. Il y a des logiciels qui peuvent être critiques, même si c'est pas des logiciels très compliqués. Donc moi, j'ai quand même une certaine préférence pour les choses simples et la stabilité naturelle. Alors, je vais vous montrer comment ne pas voler. Le film que vous allez voir là, c'est une tentative de record du monde de vitesse. C'était donc pour battre le record du monde. L'Hydroptère a détenu le record du monde de vitesse en 2009 avec juste un peu plus de 50 nœuds, 51 nœuds en moyenne sur 500 mètres. Et donc là, c'est un Australien qui s'appelle Paul Larsen qui a fait des tentatives pour battre ce record. Et il a fait ça avec un engin que je vous détaillerai tout à l'heure. Et je voudrais vous montrer ici ses premières tentatives de record. Donc là, il a 30 nœuds, il accélère, 40 nœuds. Là, il est sur le point de battre le record de l'Hydroptère. Et puis, voilà, ça se passe pas très bien. Donc là, voilà. Alors là, mais vous voyez, lui, il s'en sort bien. Il a encore le sourire. Il explique ce qui lui est arrivé. Et donc, il s'en est quand même bien sorti. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il a. En fait, je peux vous dire un mot sur ce qui s'est fait. Comme la plupart des gens qui font de la voile, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà fait du catamaran de plage. Sur un catamaran de plage, ce qu'on craint, c'est surtout d'enfourner le flotteur sous le vent. Et donc, on se met tout à l'arrière pour éviter ça. Sauf que quand on se met tout à l'arrière sur quelque chose qui est lié par les règles de l'hydrodynamique et non pas de l'hydrostatique, eh ben, on fait une faute majeure que les aviateurs connaissent bien, c'est qu'on met le centre de gravité en arrière du foyer et ça devient instable. Et donc, Paul Larsen s'était mis tout à l'arrière de son bateau, et dès que les efforts aérodynamiques ont pris le dessus
sur les efforts hydrodynamiques et sur la poussée d'Archimède, eh ben, l'engin est devenu instable et il est parti en salto arrière. Un autre point important pour faire voler un bateau, c'est la propulsion. Parce qu'un bateau, c'est généralement propulsé par une hélice, mais dès que la coque sort de l'eau, si l'hélice sort de l'eau, son efficacité diminue considérablement. Donc, il y a différents modes de propulsion qui ont été envisagés. Vous voyez ici à gauche un engin que l'US Navy a fait naviguer, ça doit être dans les années 50 ou 60, avec des hélices aériennes. Donc ça peut marcher très bien, à part que les hélices aériennes, pour l'utilisation des superstructures et du pont, c'est quand même un peu, ça limite considérablement l'utilité de tout ce qui est au-dessus de l'eau. Donc c'est quand même pas très difficile, ça perd beaucoup d'intérêt. Des formules qui ont été utilisées, c'est les hydrojets. Donc l'hydrojet, c'est en fait une pompe qui prend de l'eau sous la surface et qui la comprime pour l'éjecter à très grande vitesse par effet de réaction. Donc les hydrojets, c'est ce qu'il y a par exemple sur les jet skis que vous voyez sur les plages l'été. Donc là, la sortie, l'éjection est aérienne. Sur le Boeing 929 que je vous ai montré tout à l'heure aussi, il y a 2 hydrojets qui crachent à l'extérieur. C'est des formules qui marchent assez bien. Il faut quand même aller pomper l'eau en dessous de la surface, forcément, donc au niveau des feuilles. Plus récemment, avec des engins électriques, vous voyez ici un engin qui s'appelle le quadrofoil, qui est un petit engin à peu près de la taille du Sea Bubble, qui a lui un petit moteur hors-bord électrique avec un axe qui descend verticalement et un renvoi d'angle avec une hélice sous-marine. Évidemment, il faut être sûr que l'hélice, elle est toujours en dessous du niveau de la flottaison, donc ça fait descendre assez bas. Le Sea Bubble avait aussi adopté un système électrique avec cette fois des moteurs électriques en pod, donc il avait 2 moteurs électriques en pod, ce qui fait que ne passaient à travers les mâts que les câbles d'alimentation du moteur. Alors, un autre point qui est capital pour aller très vite sur l'eau, ça s'appelle la cavitation. La cavitation, c'est ce qui se passe quand la pression de l'eau devient très très faible à un point, c'est-à-dire proche du vide, au point que la vapeur d'eau, l'eau qui est l'eau liquide, se vaporise. La pression qui est créée par une aile dans l'eau, elle est proportionnelle à 1,5 de rho V2, dans lequel V2, c'est la vitesse par rapport à l'eau, par rapport au fluide, mais rho, c'est sa masse volumique. Or, la masse volumique de l'eau, elle est 800 fois plus forte que celle de l'air, et donc, vous savez qu'une aile, ça marche beaucoup par la dépression qui se crée à l'extrado, et dans l'eau, cette dépression, elle atteint des valeurs proches du vide à des vitesses tout à fait raisonnables de quelques dizaines de nœuds, voire 10, 30 ou 40 nœuds. Et donc, dans ces conditions, l'eau se vaporise et il se crée une poche de vapeur d'eau à l'extrado. Là, en haut, vous avez des images qui ont été faites en bassin de carène, dans un tunnel hydrodynamique, où vous voyez ici, tout ce que vous voyez en blanc, c'est de la vapeur d'eau c'était une étude du foil de l'hydroptère qu'on avait faite justement en prévision du record de vitesse, parce qu'on sait qu'à 50 nœuds, on va avoir de la cavitation, et donc on voulait voir comment était le comportement, surtout de l'empennage arrière, pour éviter d'avoir un décrochage. Vous voyez ici des calculs hydrodynamiques qui ont été faits sur des profils typiques qu'on met dans ces conditions-là, qu'on appelle les profils supercavitants, où vous voyez très bien sur l'image de droite qu'à faible incidence, on a juste un culot de vapeur d'eau, mais quand l'incidence augmente, petit à petit, se forme une poche de vapeur d'eau à tout l'extrado. Donc, on comprend bien que ces profils, d'abord, ont une traînée importante parce qu'il y a un culot. Et quand l'incidence augmente, d'abord, la portance n'augmente pas autant qu'avec un profil normal, puisque la pression à l'extrado reste constante au lieu de diminuer. Elle reste celle de la vapeur d'eau. Il n'y a que la pression à l'intrado qui peut augmenter. Et d'autre part, le culot augmente fortement. Donc, ce sont des profils qui ont des performances très, très médiocres, mais aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement
pour aller dans des conditions à partir au-delà de 50 nœuds, on ne sait pas faire des profils qui évitent ces problèmes de cavitation. Et donc, le phénomène de cavitation sur des profils classiques, il apparaît à partir de 40 nœuds, c'est-à-dire que l'hydroptère, dans les conditions du record de vitesse, était largement dans le domaine des foils qui commençaient à caviter, et Paul Larsen, avec le nouveau record, il est largement au-delà, et typiquement 40 nœuds, c'est les vitesses aujourd'hui qu'atteignent les voiliers comme ceux que vous avez vus pour la route du Rhum ou la Coupe de l'Amérique. Alors, un deuxième phénomène qui ressemble dans sa manifestation à la ventilation, à la cavitation, mais qui est complètement différent, c'est la ventilation. En fait, la ventilation, ce n'est pas la vaporisation de l'eau, mais c'est simplement l'air ambiant qui pénètre à l'extrado du profil. En effet, le profil immergé, il fonctionne lui aussi de toute façon par une dépression à l'extrado. Donc, on a en général à l'extrado du profil des pressions qui sont inférieures à la pression atmosphérique. Et si cette poche de pression est mise en contact avec l'air qui traverse la surface, eh bien, l'air s'engouffre là-dedans et applique une pression à l'extrado qui fait complètement chuter la portance du foil. Alors, là, vous avez une image ici d'un des foils de la maquette de Sea Bubble que j'ai faite. Donc, vous voyez le foil avant, l'avant du bateau est par là. J'avais mis une petite GoPro qui regardait le foil de l'avant. Donc, le bateau va se déplacer dans cette direction-là. Vous avez l'avant ici. Et donc, ça, c'est un des foils. Donc, vous allez voir, le bateau démarre. Hop, vous voyez ici la surface liquide. Là, vous voyez, le bateau est sorti de l'eau et la surface de flottaison est à peu près par là. Et je continue. Donc, là, vous voyez déjà ici se former une espèce de bulle. Et on voit rapidement, voilà, hop, vous voyez que d'un seul coup, cette bulle envahit toute une partie de l'extrado. Et donc, dans ces conditions-là, le profil perd complètement de sa portance. Et je vous montre la suite. Voilà, là, le bateau est complètement plongé dans l'eau, y compris la caméra. Et voilà la suite. Voilà ce qui se passe vu de la surface. Donc, sur la maquette, la maquette, elle a pas coulé, hein, elle résistait à ça. Mais vous voyez que pour faire du transport de passagers, les passagers seraient sans doute pas très contents du résultat. Alors, dernier point sur un point important aussi sur tous les engins qui doivent aller vite sur l'eau, c'est le dimensionnement structural. Je vous ai dit tout à l'heure que la masse volumique de l'eau est 3 fois celle de l'air. Donc, les efforts qu'il y a sur un bateau dans l'eau sont des efforts considérables. Typiquement, à 50 km/h dans l'eau, on a les pressions exercées par l'eau sur les foils sont équivalentes à ce qu'il y aurait dans l'air à 1400 km/h. Vous voyez, des engins qui vont dans l'air à 1400 km/h au ras du sol, il n'y en a pas beaucoup, à part peut-être certains missiles ou des balles de fusil. Et donc, vous avez ici une image qui a été prise d'hélicoptère, de l'hydroptère, dans ce qu'on appelait un arrêt buffet. Donc, c'est probablement, là, le bateau, il était entre 30 et 40 nœuds, sans doute, hein, sur une mer un petit peu formée. Et il y a probablement eu une ventilation du foil sous le vent qui fait que le flotteur et le bras de liaison sous le vent se sont tout d'un coup décrochés et se sont enfoncés dans l'eau. Et vous voyez à la hauteur de la gerbe d'eau soulevée les pressions qu'il a pu y avoir sur tous les éléments de structure. Alors, ça nous a amené, sur l'hydroptère, ça nous a amené à concevoir une contrefiche écrêteuse ici. Donc là, la contrefiche, c'est ce qui tient le foil en position basse. Et on a mis là-dedans un ressort à gaz qui peut s'enfoncer quand l'effort dépasse une certaine valeur. Il faut vous dire que il y a eu un jour l'hydroptère, il était dans la Manche, dans des conditions de mer assez formées, il y avait 2 ou 3 mètres de creux.
il était à 30 ou 40 nœuds, et le bras de liaison a cassé à cet endroit-là, parce que les efforts dans la contrefiche ont été bien plus importants que ce qu'on avait imaginé. Les efforts sur une mer calme, ils sont de l'ordre de 20 tonnes. On avait prévu que les efforts nominaux pouvaient atteindre 30 tonnes, et donc on avait dimensionné la contrefiche, le bras de liaison avec un coefficient 1,5 pour tenir à 55 tonnes, et la contrefiche a cassé. Et ce qui était bien, c'est que le bateau était équipé de tas de jauges d'effort et d'enregistrement, donc on a pu reconstituer ce qui s'est passé. Avec une modélisation du foil, on a vu que si ça n'avait pas cassé, il aurait fallu que le bras de liaison tienne largement plus de 60 tonnes pour ne pas casser à cet endroit-là. Et donc, on a mis une contrefiche avec un ressort à gaz qui s'efface simplement de quelques centimètres quand les efforts dépassent 30 tonnes, et on a montré qu'un enfoncement de quelques centimètres suffit à écrêter tous les efforts, et après ce jour-là, on n'a jamais eu d'efforts qui ont dépassé 30 tonnes dans la contrefiche. Alors, pour vous donner une idée de ce que peut faire la mer, vous voyez ici un certain nombre de bateaux qui ont participé à la dernière route du Rhum. Vous voyez l'allure de ces bateaux. Vous voyez en bas à gauche Sodebo au départ, et le même Sodebo quelques jours après, lors de son retour à Saint-Malo. Vous voyez que c'est pas un engin de plage, hein. Vous voyez par la taille du skipper, vous voyez le dimensionnement, et donc la mer a complètement arraché toute son étrave, toutes les étraves de son foil. Ça vous donne une idée de la puissance que ça peut avoir. Alors, je vais revenir maintenant sur Paul Larsen, dont je me suis un peu moqué tout à l'heure par son beau looping. Mais le Paul Larsen, il a bien compris ce qui lui était arrivé. Il a modifié son bateau. Vous voyez que là, il est situé complètement à l'avant de son bateau, et il a pulvérisé le record de l'hydroptère, puisque c'est lui qui détient aujourd'hui le record à plus de 65 nœuds, c'est-à-dire 120 km/h en moyenne sur 500 mètres, et avec seulement 25 nœuds de vent réel, c'est-à-dire qu'il va à presque 3 fois la vitesse du vent réel. Alors, son engin, c'est un engin qui a une architecture très particulière, parce que au lieu d'avoir un foil qui l'aide à sortir de l'eau, c'est le contraire. Le foil, il le tire dans l'eau. Et c'est l'aile qui tend à sortir le bateau de l'eau. L'intérêt de cette formule, c'est que on peut avoir une aile de très forte, donc avoir beaucoup de puissance, donc avoir une très grande aile, mais il faut un foil qui soit très costaud aussi. Un inconvénient de cette formule, c'est que si le bateau tend à sortir de l'eau, le foil porte moins, et ça, c'est complètement divergent. Donc, il est nécessaire que le foil tire le bateau vers le bas plus que nécessaire, et d'avoir des flotteurs qui assurent une certaine stabilité dans l'axe vertical. Et ces flotteurs, évidemment, c'est de la traînée, c'est de la résistance à l'avancement, et j'aurais pu vous montrer un film que Paul Larsen a pris pendant sa tentative de record. À 60 nœuds, il voyait plus rien, il était secoué dans tous les sens par un tout petit peu de clapot, mais il était complètement secoué dans tous les sens. Donc, c'est un peu la limite de cette formule. Alors, encore plus exotique, voilà sur quel type d'engin a été couru la dernière Coupe de l'América au début de cette année en Nouvelle-Zélande. Vous voyez, c'est une formule complètement exotique. Alors, en fait, c'est des monocoques où il y a des foils comme vous voyez ici. Donc, les foils sont symétriques, mais sont articulés indépendamment autour d'un axe. Donc, il y a un foil qui est sorti sous le vent, donc il plonge dans l'eau, et c'est lui qui assure la portance du bateau et qui équilibre le moment de roulis. Et le foil au vent, lui, est relevé, et il sert de contrepoids. Et donc, dans les virements de bord, l'équipage change le sens des foils. Bon, évidemment, c'est des bateaux qui n'ont aucune stabilité naturelle, et donc il y a une partie de l'équipage qui est en permanence en train de régler le calage des foils pour que le bateau reste à peu près stable.
vous voyez sur la vignette en haut à droite qu'il y a eu un certain nombre de figures de style. Là, je n'ai pas réussi à trouver la photo de la seconde suivante, mais j'aurais préféré être à la place du photographe plutôt que celle de l'équipage dans cette situation-là. Et lors des entraînements de cette coupe, il y a quand même eu beaucoup de casses, beaucoup de bateaux qui ont cassé. Néanmoins, les Néo-Zélandais ont quand même réussi à conserver la coupe chez eux. Donc, je ne sais pas s'ils conserveront cette formule pour la prochaine coupe. C'est ouvert. Voilà. En conclusion, eh bien, je pense que les hydroptères sont le moyen le plus performant et le plus confortable pour aller très vite à la surface de l'eau. L'interface entre l'air et l'eau pose quand même des problèmes très spécifiques. Il existe peut-être un marché pour des hydroptères de transport de passagers à propulsion électrique, en particulier pour désengorger les villes situées au bord d'un plan d'eau. C'est le choix d'Alain Thébault, de Seabubble, mais c'est pas le seul projet. Il y a pas mal de projets dans ce sens-là. On pourra en discuter parce que je pense que c'est un sujet intéressant. En voile sportive, vous avez tous constaté que maintenant, il y a les foils sont incontournables, y compris sur des monocoques. Même les bateaux qui ont fait le Vendée Globe, c'était des monocoques, mais ils avaient tous des foils sans aller jusqu'à voler, mais des foils qui amélioraient beaucoup leur performance. Et enfin, je pense quand même que l'industrie aéronautique a une expérience et un savoir-faire dans beaucoup de domaines qui sont clés pour faire voler un bateau. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs aéronautiques qui sont aussi passionnés de voile et de bateaux, et donc qui peuvent sans doute apporter leur contribution pour ce genre de développement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je pense que maintenant, vu le grand nombre de personnes qui ont montré de l'intérêt pour ce sujet, j'espère avoir un flot de questions et que vous allez peut-être même me poser des questions auxquelles j'aurai du mal à répondre, ou peut-être que vous m'apporterez des réponses à des questions que je me pose encore. Merci de votre attention. Le kitesurfer semble ne pas avoir de footstrap. Alors, je ne comprends rien du tout. Oui, mais... C'est de l'hébreu pour moi. Bon, mais je crois comprendre la question et je pense que je peux y répondre. Alors, attends, Tu pourrais définir déjà ce que c'est que ces deux bêtes-là. Je vais reprendre mes planches, et comme ça, on pourra l'illustrer. Ouais, c'est moi qui ai posé la question. Ça m'a paru assez surprenant qu'il puisse manœuvrer son engin sans avoir les pieds solidaires de la planche, quoi. Oui. Bon, attendez, je vais répondre. Alors, les footstraps, en fait, c'est c'est des espèces de danses qu'il y a sur les planches à voile, les planches de kite, tout ça, où les barreurs, les gens qui sont dessus, mettent les pieds dedans pour être sûr de ne pas perdre la planche. En fait, les footstraps, c'est des anses dans lesquelles le surfeur met les pieds pour ne pas perdre la planche. Et effectivement, c'est assez étonnant que là, il y en a aucun. Moi, j'en ai vu sur la plage des surfs comme ça. La question que je me pose, c'est comment ils font pour virer de bord, pour changer de sens. Mais apparemment, je pense que ça demande quand même pas mal d'entraînement. Mais les gens ont l'air d'y arriver assez facilement, et ils changent de sens de navigation sans trop de problèmes. Je pense que ça doit demander pas mal pour arriver à naviguer comme ça doit demander un peu de temps pour apprendre. Ouais, je pense que quel que soit le bateau, etc., ça doit nécessiter de l'entraînement quand même, non? Oui, bien sûr, oui, c'est sûr, oui. C'est pas pour un novice. Non, je pense pas. Parce que là, en fait, normalement, sur un engin comme ça, les kitesurf, il y en a plusieurs sortes. Les kitesurf, la plupart des kitesurf sont à peu près symétriques, ce qui fait que le barreur, il change pas de position quand il vire de bord. Mais là, quand il veut virer de bord, c'est-à-dire là, le vent vient de bâbord, de sa gauche. Si pour revenir d'où il vient, il faut qu'il change de sens, que le vent vienne de tribord, et là, il faut qu'il se retourne complètement, il faut qu'il fasse un demi-tour sur sa planche. Donc là, effectivement,
je vois pas comment il peut faire ça en vol. Ça me paraît risqué, mais faudrait demander à un spécialiste que je ne suis pas. Bon. Est-ce que je peux poser un complément de question par rapport à ça? Oui, oui. Donc cet engin-là, je vois bien ce que c'est. Donc la propulsion, elle est assurée par de l'aérodynamique, par une voile qui est tenue par le pilote de l'engin. Ce genre d'engin, on en voit apparaître pas mal depuis quelques années, oui. et qui sont propulsés par un jet, je pense. Je pense pas que vous en ayez parlé dans la présentation. Il y en a qui ont un moteur électrique. Oui. Hein, c'est un hydrogène, quoi. Il y en a qui ont, c'est un peu comme une trottinette électrique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une batterie et puis un petit moteur électrique sous-marin. Et alors le barreur, il doit avoir un petit télécommande à la main. Ça existe effectivement qui sont propulsés par un petit moteur électrique. C'est le même principe. D'accord. Mais moteur électrique, c'est pas une hélice, c'est un hydrogène. Ah, bon, ça peut être, si le moteur électrique et sous-marin est complètement en pod, ça peut être une hélice, hein, une hélice qui est derrière l'ensemble, le foil sous-marin, il n'y a pas de problème. Alors, à l'échelle d'un bonhomme, un hydrojet, je pense que ça, je crois pas que ça existe parce que c'est tout petit, mais ça pourrait s'imaginer aussi, oui. D'accord, merci. La question suivante, c'est quel est l'intérêt pour le Sea Bubble d'avoir une vitesse aussi faible? Aucun. C'est une bonne question. En fait, voilà, une des difficultés du Sea Bubble, c'est que son pitch, c'était d'utiliser à Paris. Et à Paris, il y a des contraintes de vitesse pour naviguer sur la Seine qui sont de 10 nœuds. Hein. Aucun engin n'a droit d'aller à plus de 10 nœuds sur la Seine dans Paris intramuros. Et à 10 nœuds, l'intérêt de faire décoller un engin comme ça, c'est possible, hein, parce que le Sea Bubble, il a effectivement navigué à Paris et il est capable de naviguer sans dépasser 10 nœuds, mais à cette vitesse-là, il n'y a pratiquement aucun bénéfice en termes énergétiques. Donc c'est spectaculaire, c'est joli, mais il n'y a pratiquement aucun bénéfice. Par contre, un argument important de Sea Bubble ou d'un engin de ce type-là, c'est que la raison pour laquelle la réglementation interdit de dépasser 10 nœuds, c'est surtout pour les sillages et les vagues créés par les engins pour éviter de détruire les berges et d'abîmer les berges. Or, un engin à foil comme ça crée beaucoup moins de vagues qu'un engin qui flotte et en réalité, le Sea Bubble pourrait aller beaucoup plus vite en créant beaucoup moins de vagues qu'un Zodiac, a fortiori d'une péniche. Alors après, sans doute aussi des questions de sécurité, de la multiplicité des engins qui naviguent et d'éviter des collisions, mais ça c'est autre chose. Donc, en fait, effectivement, un engin comme ça à foil présente un intérêt pour des vitesses situées entre 30 et 40 nœuds à 10 ou 15 nœuds. À part l'image est spectaculaire, il y a l'intérêt, il y en a pratiquement aucun. Ok, merci. Tu n'as pas parlé des bateaux à effet de surface, les écranoplanes? Écranoplanes, oui. Non, d'abord parce que c'est effectivement ça, c'est de l'aérodynamique et plus de l'hydrodynamique. Il faut voir que encore une fois, le rapport entre la densité de l'eau et la densité de l'air, c'est 800. Donc, pour avoir le même effet, la vitesse par rapport à l'eau et par rapport à l'air, elle est à peu près la même. Et donc, pour avoir le même effet par rapport à l'air que par rapport à l'eau, il faut une surface 800 fois plus importante. Donc, il faut une surface aérienne extrêmement importante. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de caréner le pont de leur bateau pour avoir un effet de sol. Bon, je pense que moi, je pense pas que ce soit une solution d'avenir. Il faut évidemment
bien caréner les bateaux à voile parce que la finesse aérodynamique est aussi importante que la finesse hydrodynamique. Je pense qu'il est plus facile de faire de la portance soit en inclinant la voile comme sur une planche à voile ou sur un kitesurf, soit avec la portance hydrodynamique que par simplement un effet de sol. Mais peut-être qu'il y a des gens qui me démontreront le contraire. Il y a beaucoup d'activités qui ont eu lieu en Russie. Oui, mais ça, c'était des avions, c'était pas des bateaux. C'est des avions. Hein. Voilà, un avion, des avions à effet de sol, il y a un bénéfice pour un avion à voler dans l'effet de sol. Et donc, il y a une finesse qui est améliorée. Après, effectivement, voler dans l'effet de sol sur Terre, c'est compliqué avec le relief. Sur la mer, il suffit de voler un peu au-dessus de la crête des vagues et on peut y trouver du bénéfice. Oui, mais enfin, moi, j'avais appris, c'est que c'était aussi très dangereux pour des tout petits bateaux parce qu'à chaque fois, ils se tapaient les vagues. Hein. Donc, il fallait que l'avion soit suffisamment grand pour, survoler réellement plusieurs vagues. C'est très dangereux. Il faut qu'il soit d'une taille comparable à la longueur d'onde des vagues. Hein. Et les vagues en haute mer, c'est des dizaines de mètres de longueur. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que les Russes l'avaient développé surtout pour aller sur les lacs. Hein. Oui, voilà, effectivement, sur des lacs, oui, ça peut. Parce qu'en mer, c'est pas sûr que ça marche très bien. Hein. Non. Bon, on a une question suivante. Peut-être la loi de Froude a-t-elle rapproché du nombre de Reynolds avec vitesse, longueur du mobile et viscosité du milieu? Donc là, il y a peut-être à préciser ce que c'est que le Reynolds et le Froude. Oui. Alors, ça n'a rien à voir avec. Il y a un certain nombre de nombres comme ça, hein, de nombres sans dimension qui servent en particulier à définir des lois de similitude quand on fait des essais en soufflerie ou des essais sur des maquettes. Le nombre de Reynolds, lui, il caractérise les effets de viscosité. Donc, lui, en fait, le nombre de Reynolds, il contrôle le frottement de l'eau, n'importe quel de l'eau ou de l'air, le frottement d'un fluide à la surface de laquelle il glisse. Donc, c'est vraiment un effet de frottement. Le nombre de Froude, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le frottement. C'est vraiment l'effet de surface libre et ça modélise les vagues que le bateau crée, le mobile crée à la surface de l'eau en se déplaçant. Et effectivement, comme il perturbe la surface de l'eau, c'est de l'énergie qui est dissipée à la surface de l'eau, donc qui crée de la traînée. Et donc, le nombre de Froude, c'est ça. C'est vraiment la traînée de ce qu'on appelle la traînée de vague. Et donc, quand la traînée de vague, elle n'est pas du tout proportionnelle au nombre de Froude, je dirais que dans une première partie, elle varie pratiquement comme la puissance 4 du nombre de Froude, jusqu'à ce qu'on atteigne cette fameuse bosse où la longueur d'onde, ce qui correspond à un nombre de Froude de l'ordre de 0,4, jusqu'à ce que la longueur d'onde des vagues créées par le bateau soit de l'ordre de grandeur de la longueur du bateau. Et après, donc, on a une série de bosses moins marquées, mais cette première bosse représente vraiment un mur de puissance nécessaire pour la franchir. Et après, au-delà, on n'est plus dans des bateaux qui flottent parce que les effets de dynamique, alors soit par un foil qui porte comme une aile, ou alors simplement sur les planches à voile par un effet de ski nautique, ces effets-là prennent le dessus sur les effets proprement archimédiens. Donc le Reynolds, c'était le joujou de l'aérodynamicien et le Froude, le joujou de l'hydrodynamicien. Alors l'hydrodynamicien, il se préoccupe du Reynolds aussi, hein. Oui, mais c'est le frottement. Mais effectivement, l'aérodynamicien dans l'air, il n'y a pas de Froude puisque c'est l'interface entre les deux milieux. Donc l'aérodynamicien, effectivement, c'est le nombre de Mach et le nombre de Reynolds qui sont ces deux nombres préférés. Puis il y en a quelques autres accessoires pour les spécialistes. Par contre, l'hydrodynamicien, lui, effectivement, enfin, en tout cas, pour les bateaux qui flottent, c'est le nombre de Reynolds et le nombre de Froude. Les sous-mariniers, eux, n'ont rien à faire avec le nombre de Reynolds. Sauf avec le nombre de Froude, pardon.
sauf quand ils sont en surface. Mais un sous-marin va beaucoup plus vite en plongée qu'en surface. Bien que sa surface mouillée soit plus importante, il a plus de résistance de vague, et cette résistance de vague est colossale. Donc un sous-marin ou une torpille, ils peuvent aller très très vite en profondeur, bien plus vite qu'ils ne peuvent aller en surface. Qu'est-ce qui se passe lorsque la mer est vraiment formée? Quelles sont un peu les limites de fonctionnement de tels engins? Alors, le critère, c'est un peu la taille du bateau par rapport au creux. Si le creux est, on va dire, de l'ordre de grandeur de la profondeur des foils, les foils, ils passent à travers. Et en particulier sur des voiliers, quand il est ce qu'on appelle au près, c'est-à-dire qu'il a tendance à avoir la mer et le vent plutôt de face, c'est remarquable parce que le bateau est d'une stabilité extraordinaire et il passe à travers les vagues et c'est beaucoup plus confortable qu'un engin du type semi-rigide. Après, si le creux est plus important, en général, ça va avec des longueurs d'onde plus importantes aussi. Et à un moment, quand la longueur d'onde est suffisante, le voilier, il suit la houle. Donc là, ça se passe bien aussi. Sur ces engins-là, ont des problèmes de comportement quand ils rattrapent la mer. C'est-à-dire la vitesse de la houle, elle suit aussi le nombre de fraudes, c'est-à-dire qu'elle varie comme la racine carrée de la longueur d'onde. Et donc, quand il y a des houles courtes, elles vont pas très vite, et le bateau, il peut facilement aller plus vite que la houle. Donc, en fait, la mer vient de l'arrière, mais le bateau la rattrape. Et dans ces conditions-là, quand il redescend sur le dos de la vague, souvent, il y a des enfournements dans le bas. C'est un des problèmes des voiliers à foil. Après, quand c'est une très grande houle, le bateau il suit la houle, hein, comme n'importe quel autre bateau. Alors évidemment, un foil dans une mer déchaînée avec des creux de 10 mètres et des déferlantes, je pense que c'est pas vraiment une situation d'avenir et c'est sans doute une des limitations de ce genre de bateau. C'est peut-être ce qui a limité l'emploi des engins faits par Boeing ou d'autres pour des liaisons maritimes. Il y a eu à une époque un foiler qui faisait de la liaison entre Ouessant et le continent aussi, en Bretagne. Je n'ai pas réussi à savoir exactement pourquoi ces bateaux avaient été abandonnés, mais je pense que dans des conditions de mer très fortes, effectivement, ce genre de bateau posé sur l'eau a un comportement qui est un peu difficile. Par contre, pour aller un peu plus loin, je pense qu'on peut tout à fait imaginer de faire des voiliers pour le tour du monde à la voile qui pourraient être à foil, parce que aujourd'hui, les voiliers qui font le trophée Jules Verne ou le Vendée Globe, ils ont des vitesses telles qui vont beaucoup plus vite que les vitesses à laquelle les dépressions se déplacent autour de la planète. Et donc, ils ont des routeurs avec des prévisions météo qui sont fiables à plusieurs jours, ils peuvent choisir comment est-ce qu'ils vont passer par rapport à la dépression. Et maintenant, ces bateaux-là, ils n'ont plus jamais de conditions de mer démontées ou de vent. Ils disent à leur routeur, moi, je veux des vents le plus fort possible, sans dépasser 30 nœuds, par exemple. Et donc, le routeur dit, voilà, tu vas passer par là. Et effectivement, ces bateaux, ils savent éviter les conditions de mer trop fortes. Donc, on pourrait très bien imaginer un voilier qui vole sur des foils pour faire des records à la voile autour du monde. Non, normalement, dans le Vendée Globe, ils ne sont pas censés être routés. Ah si, dans le Vendée Globe, ils sont routés. Ils sont pas autonomes. Hein. Ouais, mais je pensais aussi, mais je suis plus si sûr. Enfin... Non, je pense qu'ils ont un routeur. Ils ont pas d'assistance matérielle,
mais ils sont en liaison avec la Terre. En tout cas, ils reçoivent la météo et de toute façon, s'ils n'ont pas un routeur à terre, ils ont des logiciels à bord qui sont capables de faire les calculs de routage. Hein. Oui, ils sont très bien outillés, oui. Bon, il faut voir, tiens, je vais faire une petite digression, il faut voir quand même que dans ces bateaux, il y a un moteur qui tourne presque en permanence pour recharger les batteries qui sont nécessaires pour toute l'informatique de bord et pour faire le chauffage, l'informatique, tout ça. Donc les bateaux, ils partent avec un réservoir de carburant significatif et ils ont un moteur thermique qui tourne quand même pas mal pendant toute la route. Une des suggestions que j'aimerais faire, c'est de faire des bateaux qui soient vraiment zéro énergie, c'est-à-dire qui créent leur énergie à bord, par exemple avec des panneaux solaires, une éolienne ou une hydrolienne, c'est-à-dire une petite hélice sous-marine qui, avec la vitesse, rechargerait les batteries. Ça serait encore un peu plus ultime que les bateaux du Vendée Globe. Comme le secours sur les avions, voilà. Avec des petites éoliennes. Voilà. Peux-tu nous donner quelques détails sur la situation du projet Sea Bubble maintenant? Alors Sea Bubble, je ne l'ai pas suivi parce que vous avez vu que la première maquette que j'avais faite, c'était avec des foils en arc de cercle qui voilà et avec des foils en arc de cercle hein, qui étaient pour avoir une stabilité naturelle. Et donc on a fait un prototype de cette maquette qui a navigué à La Ciotat, mais on avait encore des soucis de ventilation, c'est-à-dire que quand le bateau sortait de l'eau et accélérait un peu trop, le foil avant ventilait, comme je vous ai montré sur le film d'après, et la maquette, le bateau avait tendance à plonger. Bon, et puis à un moment, Alain Thébault on avait imaginé des solutions pour échapper à ce problème, mais à un moment, Alain Thébault a voulu changer complètement de formule et il est allé vers une formule qui ressemble un peu plus à celle-là, c'est-à-dire avec des foils entièrement immergés et un asservissement. Moi, ça m'a paru être quelque chose de plus compliqué, en particulier pour du transport commercial. Justifier la sécurité d'un truc comme ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avec une formule à stabilité naturelle. Et moi, je lui ai dit à ce moment-là que ça m'intéressait plus de participer à un projet comme ça. Donc, il a fait naviguer un bateau comme ça. Je crois même qu'il s'est associé avec ce projet Candela, qui est un projet suédois. Il me semble même qu'ils se sont associés pour arriver à cette formule. Alors après, j'ai entendu dire que Sea Bubble avait été racheté dans un premier temps par un consortium américano-suédo-suisse. J'ai vu récemment qu'il y avait un groupe lyonnais qui avait racheté le Sea Bubble. Je crois qu'Alain Thébault, maintenant, il est basé à Lausanne et qu'il va continuer à faire naviguer des bateaux sur le lac, mais j'ai pas beaucoup d'autres nouvelles. Ok, merci. Une double question. Quelle est la raison qui explique que l'angle de sillage est toujours égal à 39 degrés? Ça, c'est la première. Et la seconde, c'est quel est le problème que cela peut poser, notamment pour un hydrofoil qui suit un autre? Alors, la raison, c'est que c'est quelque chose qui se démontre de façon mathématique. Je vous ai dit que 39 degrés, le demi-angle, la moitié de 39 degrés, c'est arc sinus 1/3, et le 3 de 1/3, c'est l'exposant de la vitesse plus 1. Le V2, hein, la longueur d'onde, c'est le carré, elle varie avec le carré de la vitesse. Et donc en fait, les ondes que le bateau crée, elles se propagent avec cette longueur d'onde. Et puis, bon, alors on peut démontrer que les ondes stationnaires que crée le bateau, les seules qui restent et qui s'annulent pas les unes les autres, c'est celles qui sont sur un cône qui a un angle qui est arc sinus 1/3, parce que
Un tiers, c'est 3, c'est 2 plus 1, quoi. Bon, alors après, je vous ferai pas la démonstration, puis je suis pas sûr que ça intéresse les 90 participants. Mais si celui qui a posé la question est intéressé, je peux peut-être arriver à lui retrouver la démonstration. Et alors, du point de vue interaction, là, lorsque deux bateaux se suivent, non, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de conséquences parce que des foils comme ça traverse très bien le sillage d'un autre bateau. Donc, il peut y avoir une petite perturbation. C'est comme effectivement, le skieur nautique, le gars qui fait du ski nautique, on sait que quand il traverse le sillage du bateau et qu'il va en dehors du sillage du bateau, effectivement, ça se fout un peu, mais c'est pas un vrai problème. D'accord. Quel est le risque lorsqu'il y a des chocs avec des objets flottants? Ça c'est un risque majeur et c'est un risque pour tous les bateaux qui vont vite, hein. On a vu tous les bateaux, tous les voiliers qui vont vite, ils se prennent. Alors ça peut être des cétacés, ça peut être des tortues, ça peut être des containers qui ont été perdus par un porte-container, ça peut être des billes de bois qui flottent entre deux eaux. Ça c'est la terreur de tous les gens qui naviguent vite sur les océans. L'Hydroptère a eu une expérience de ce genre-là, je crois que c'était en 2005. Il faisait une tentative de record c'était entre Valence et c'était Cadix San Salvador. C'était la traversée de l'Atlantique sud. Et donc, en arrivant au niveau des Canaries, il y a eu un choc au niveau d'un foil. Ils pensent que c'est une grosse tortue qu'ils ont pris. Donc, le bras de liaison s'est complètement vrillé. Mais le bateau est retombé à plat et le bateau n'a pas chaviré. Donc, mais par contre, il était hors d'état de naviguer. Donc, ils ont réussi par leurs propres moyens à arriver jusqu'aux Canaries. Et donc, ils ont mis le bateau sur un quai aux Canaries en attendant de pouvoir le faire réparer. Et puis là, comble de malchance, le bateau était bien démonté, rangé sur le quai. Et il y a eu un gros cyclone qui est arrivé. Un autre conteneur qui était sur le quai a rompu ses amarres et est venu se fracasser contre ce qui est resté du bateau sur le quai et l'a pas mal massacré. Donc là, le moral de l'équipe était encore plus bas que le niveau de la mer. Et miracle, à cette occasion, il y a un riche banquier suisse qui a lu un bouquin qu'Alain Thébault a écrit à ce moment-là et qui a dit je veux que mes enfants puissent encore voir les bateaux voler. Et donc, il a complètement renfloué le projet et c'est lui qui l'a amené. Il s'appelle Thierry Lombard, ce banquier, et c'est lui qui l'a amené jusqu'au record du monde de vitesse. Par contre, il n'y a pas pu y avoir de nouveau. L'Hydroptère était quand même fait pour faire des records océaniques, hein. Son objectif à l'époque où on l'a lancé en 80, il a été mis à l'eau en 94, c'était d'améliorer le record de Tabarly sur l'Atlantique Nord, c'est-à-dire de New York-Cap Lizard, où Tabarly l'avait descendu en dessous de 10 jours. Mais depuis, ce record a été tellement amélioré, aujourd'hui, il est en dessous de 4 jours. Et donc, il est très, très difficile à battre. En fait, le record maintenant dépend plus de la météo que des voiliers parce que c'est la vitesse à laquelle les dépressions traversent l'Atlantique. Il faut partir voir une dépression arriver à New York, la laisser passer et partir avec juste ce qu'il faut devant pour arriver à la rattraper, la doubler et arriver avec le nez de la dépression au Cap Lizard. Parce que de toute façon, si on part trop tôt, quand on a dépassé la dépression, on n'a plus de vent et il faut attendre qu'elle nous rattrape pour avancer. Et par contre, si on part trop tard et qu'on n'arrive pas à la rattraper, là, il faut attendre la dépression suivante et on perd une semaine de vie. Donc c'est un record maintenant qui est extrêmement lié aux météorologues et deux bateaux qui font 20% d'écart de performance, ils vont arriver avec 1 heure d'écart.
Ok. La SNKZ avait fait un hydroptère là avec Jean Boulet. Est-ce que tu sais où ça en est actuellement? Est-ce qu'il y a eu une suite ou non? Ça me dit rien, non. Ça te dit rien. Bon. Non. Je sais il y a l'ENSTA qui avait fait un projet de bateau à voile aussi, hein, de record de vitesse à la voile, hein, qui s'appelait Techniques avancées. Et c'était une formule avec une voile en tandem. Un peu comme l'image que là, mais la formule hydrodynamique était complètement différente. D'accord. On va rentrer dans la technique là. Est-ce que les profils des foils sont des profils standards type NACA? Ben non. Sont-ils symétriques? Alors, les profils initiaux qu'on a mis sur l'hydroptère, oui, c'était des profils de ce type-là. Jusqu'à 40-50 nœuds, on peut mettre des profils de ce type-là. Et vous avez vu que le phénomène de cavitation, il ressemble beaucoup finalement quand on voit que l'écoulement décroche complètement de l'extrado du profil en créant une sorte de vide. Ça ressemble pas mal à un écoulement de type supersonique. Et donc, quand on arrive dans le domaine de cavitation, bien que la physique ait aucun rapport, le comportement des profils se rapproche de ce qui se passe quand on passe en transsonique en aérodynamique. Et donc, jusqu'à 40-50 nœuds, des profils de type transsonique qui limitent la dépression à l'extrado sont parfaitement adaptés. Par contre, si on veut aller au-delà de 50 nœuds, 50-60 nœuds, là, effectivement, on passe dans des profils, alors, on va dire de type supersonique, mais on appelle ça des profils superpotents, qui sont des profils, comme je vous ai... voilà, qui sont des profils de ce type-là. Donc, ça sert plus à rien d'avoir un bord de fuite fin, parce que de toute façon, à partir de mètre couple, l'écoulement se sépare en deux et on a du vide. Donc, toute la partie arrière du profil ne sert plus à rien, qu'à faire de la surface mouillée à l'intrado. Et donc, on a des profils qui ressemblent à ça, qu'on appelle des profils super cavitants. En fait, la cavitation, c'est un phénomène qui était parfaitement connu des marins, en particulier des fabricants d'hélices, puisque les hélices, elles vont beaucoup plus vite que le bateau qu'elles propulsent. Et donc, les marins connaissent très bien ce profil. Et les hélices de bateaux rapides, elles ont des pales qui ont des profils de ce type-là. Elles ont un culot franc parce que ça ne sert à rien d'avoir un bord de fuite mince. Et donc, si on veut faire des foils qui vont à plus de 50-60 nœuds, il faut aller vers des profils de ce type-là. J'ajouterai aussi sur la cavitation il y a des conséquences mécaniques qui peuvent être rapidement catastrophiques. Les fabricants d'hélices le savent bien. La cavitation, les bulles de cavitation, quand elles se recondensent à la surface d'un profil, ça fait des implosions qui sont capables d'attaquer les métaux les plus durs. Hein. Donc ça peut être catastrophique, c'est vraiment destructeur. C'est ce qui se passe dans les barrages. Quand tu as un décollement dans un coude, ça vient bouffer le béton des descentes d'eau dans les barrages. Absolument, oui, c'est sévère. Hein. C'est d'une puissance incroyable, la cavitation. Ouais. Ne faut-il pas marier le foil à l'écranoplane pour aller au-delà des limites actuelles? Je pense pas, parce que je vous dis, l'effet de surface, à mon avis, si on veut obtenir de la portance par un effet aérodynamique, je pense que c'est plus pour un voilier en tout cas, c'est plus efficace d'incliner la voile que d'essayer d'avoir un effet de surface par la coque. Ça n'empêche pas que, comme de toute façon, il y a une coque, il y a probablement, si on a des foils avec un bras de liaison, ce bras de liaison, on peut le profiler de façon à ce qu'il porte un petit peu, mais je ne pense pas que ce soit sur le bras de liaison qu'il faille compter pour améliorer considérablement la finesse aérodynamique. Existe-t-il des foils en delta?
Oui, pas. Il y a, il y a pas de raison que ça n'existe pas. Vous avez vu sur le. Alors, où est-ce que j'ai vu, où est-ce que j'ai ça? Non, c'est pas là. C'était sur une planche précédente. Voilà. Vous voyez l'espèce d'engin là, de l'US Navy. Les foils qu'il a, ça ressemble un petit peu à des ailes Delta. Hein. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, il y a, il y a un concept de foil qu'on appelle l'échelle de Jacob. En fait, c'est un certain nombre d'ailes superposées, l'une au-dessus de l'autre, comme sur une échelle. Et au fur et à mesure, chaque fois qu'il y en a une qui sort de l'eau, ça diminue la potence. Et j'ai l'impression que là, c'est un peu la formule qui a été adoptée, c'est-à-dire que ces espèces de papillons, là, il doit y en avoir plusieurs l'un au-dessus de l'autre. Et donc, comme ça, plus le bateau va vite, plus il y en a qui sortent de l'eau, et ça assure la stabilité verticale. Bon, mais pour un truc comme ça, je vois pas beaucoup d'intérêt à avoir un delta. Ouais, est-ce que ça pourrait, comme sur un avion supersonique, est-ce que ça pourrait aider pour les problèmes de cavitation? Peut-être. Aucune idée. Mais je suis pas Petite sûr. question de définition, la l'hydroptère, c'est un nom générique, mais est-ce que c'est en même temps là le nom d'un engin particulier? C'est peut-être celui dont on parlait de la SNKZ, non? Non, non. Alors effectivement, un hydroptère, c'est un engin, c'est un engin, c'est un bateau qui est hydro, hein, c'est hydros, c'est l'eau et ptère, c'est les ailes, donc c'est des ailes sous-marines. Donc tous ces engins-là, ce sont des hydroptères. Par contre, voilà, tac, tac, voilà. L'engin que vous voyez là, c'est un engin qu'Alain Thébault a baptisé l'hydroptère, avec un H majuscule. Donc, c'est le nom de cet engin-là, l'hydroptère. Ok. Pour réduire la traînée de la coque, n'y a-t-il pas d'abord la solution du redent, comme sur les hydravions ou certains bateaux rapides? Oui, alors ça, c'est une bonne question. Vous voyez ici que la forme des flotteurs ressemble quand même pas mal à des flotteurs d'hydravion. Hein. Et je vais essayer d'aller beaucoup plus loin vers la fin. Bon, la dernière. Bon, attendez, là, oui, si, sur cette image-là, on ne le voit pas très bien, mais en fait, les flotteurs n'ont pas cette forme-là. Et donc, les premiers flotteurs de l'hydroptère étaient des flotteurs bien carénés, bien lisses pour diminuer la surface mouillée et être bien pénétrés dans l'eau. Et on s'est aperçu qu'en fait, une forme comme ça, quand elle pénètre dans l'eau, elle a tendance à être aspirée par l'eau. Donc, c'est pas tellement pour diminuer la traînée que pour éviter ce phénomène de succion par l'eau qu'on a remplacé ça par des flotteurs à redans. Et effectivement, on s'est inspiré des flotteurs d'hydravion. Le principal intérêt du redant, c'est surtout d'avoir le plus rapidement possible une surface planante qui fait de la portance au lieu d'avoir une surface, une espèce de bulle qui a plutôt tendance à aspirer le bateau vers le bas. Ok. Un peu d'histoire maintenant. Là, le bateau, le Paul Ricard de Tabarly dans les années 80, Oui. était-il considéré comme un hydroptère? Bon, alors le Paul Ricard, il a été conçu par les mêmes ingénieurs que ceux qui ont conçu l'hydroptère. Hein. C'était le père, le père du Paul Ricard, ben c'était Tabarly, effectivement. Mais Tabarly était venu voir les ingénieurs de Dassault. Il connaissait un ingénieur de Dassault qui s'appelait Alain Debergue, qui était le responsable du bureau de calcul à cette époque. Et c'est Alain Debergue qui a imaginé cette formule avec un complice qui était mon homonyme à l'aérodynamique chez Dassault, qui s'appelait Pierre Perrier.
c'est lui qui m'a embauché et qui m'a appris l'aérodynamique chez Dassault d'ailleurs. Et ils avaient conçu le Paul Ricard avec des ailes sous-marines. Donc il y a une architecture qui ressemble beaucoup par l'hydroptère, mais à l'époque, ils n'avaient pas les matériaux de faire le bateau suffisamment léger pour qu'il décolle vraiment. Donc en fait, le Paul Ricard, ses ailes sous-marines lui permettaient d'alléger considérablement le flotteur sous le vent et donc d'éviter de remplacer la traînée d'un flotteur qui était de type archimédien par une traînée d'une aile qui a beaucoup moins de traînée, donc il avait de bonnes performances, mais le Paul Ricard ne décollait pas vraiment. Alors est-ce qu'il méritait le nom d'hydroptère ou pas? Ça, je ne prononcerai pas. En tout cas, c'était bien des ailes sous-marines comme ont maintenant tous les bateaux, même les monocoques du Vendée Globe, ils ont tous des ailes qui assurent la portance et qui sont des ailes sous-marines. Pour autant, c'est pas des bateaux qui sont capables de décoller sur des grandes distances. On voit des photos où on a l'impression qu'ils décollent, mais c'est pas des bateaux qui volent en croisière, je vais dire. Ok. Quand on développe les hydroptères, là, est-ce que c'est plutôt basé sur le CFD, le calcul, ou bien l'expérience? Et si on utilise beaucoup de calculs, est-ce qu'ils représentent bien la physique? Est-ce que tout ça, c'est au point? Oui. Quel type de code? Alors, calculer la surface des ailes qu'il faut mettre pour que le bateau décolle, ça, il n'y a pas besoin de code. Il n'y a pas besoin de code très compliqués. Des codes assez simples permettent d'avoir les ordres de grandeur. Après, pour optimiser, effectivement, on a besoin de code. Alors, pour vous citer un exemple, je vais parler du Sea Bubble. Le Sea Bubble, moi, quand Alain Thébault m'a demandé, a eu ce projet et m'a demandé de lui concevoir les foils du Sea Bubble, j'étais à la retraite depuis déjà 1 an ou 2. Et chez moi, j'ai pas les moyens de calcul de Dassault. Donc, je n'avais aucun moyen de calcul. J'avais juste un petit modèle très simple basé sur une méthode de ligne portante, j'allais dire pratiquement sur une calculette, et qui permettait de calculer les ordres de grandeur de la portance d'une aile. Et donc, avec ça, j'ai fait un dimensionnement à peu près de la surface qu'il fallait pour les ailes. Après, un point important, c'est de positionner correctement le centre de gravité par rapport à ça. Mais ça, c'est la question des surfaces relatives, donc c'est de la géométrie assez simple. Et mon premier souci sur le Sea Bubble, on avait des contraintes de largeur qu'on n'a pas sur l'hydroptère. C'était surtout la stabilité en roulis du bateau. Il ne fallait pas que le bateau, quand il monte sur ses foils et qu'il sorte de l'eau, il se couche sur le côté. Et c'est pour vérifier ça que j'ai proposé à Alain Thébault de faire des maquettes radiocommandées à échelle réduite, d'où la maquette à échelle 1/8. Et à cette occasion, j'ai investi dans une imprimante 3D à la maison, ce qui fait que la maquette, je faisais les foils, je les fabriquais sur mon imprimante 3D. Dans la journée, j'allais les essayer sur un petit bassin qui est à côté de chez moi. Je regardais ce qui allait pas, je faisais des films, j'essayais de comprendre, et le lendemain, je redessinais une nouvelle paire de foils que je réimprimais, tout ça, et donc j'ai essayé, je crois, une bonne quinzaine de variantes de foils sur Sea Bubble. Et donc, il n'y a pas eu de calcul très sophistiqué pour concevoir Sea Bubble. Le point le plus difficile pour des engins comme ça, c'est le problème de la ventilation. Sur un engin comme Sea Bubble qui ne prétend pas aller à 60 nœuds, déjà s'il navigue bien à 30 ou 40 nœuds, c'est déjà très très bien. La cavitation n'est pas un problème. Par contre, la ventilation, c'est un vrai problème, et c'est un problème très difficile pour les outils de calcul, de modélisation aussi, parce que c'est un état qui a plusieurs états stables. Il y a un état où le foil est bien immergé et fonctionne dans l'eau, donc avec ce qui est le plus simple à calculer. Mais
il existe dans les mêmes conditions d'enfoncement, d'assiette, de vitesse, il existe aussi un état où l'air a envahi toutes les parties qui sont en dépression, et auquel cas, le foil, il perd pratiquement la moitié de sa portance. Et le passage d'un état à un autre, il suffit qu'il y ait un petit conduit, une baguette qui passe et qui permette à l'air de pénétrer. Et ça, c'est très très difficile à modéliser. Et aujourd'hui, je ne connais pas d'outils de calcul CFD qui soient capables, à ma connaissance, de modéliser ces deux états. Les outils de calcul CFD les plus performants, ils permettent de bien prendre en compte l'état de la surface libre. Donc, tout le sillage créé par le bateau, le profil, les lignes de courant à l'interface entre l'air et l'eau sur le foil, ça, oui, c'est quelque chose qui est bien pris en compte. La traînée de vague est bien prise en compte. Mais modéliser ce qui fait qu'à un moment, l'air pénètre dans une poche de dépression sous-marine, ça, moi, je ne connais pas d'outils qui permettent de le faire. Et c'est un point clé pour les bateaux qui veulent avoir une stabilité naturelle, c'est-à-dire avec des foils qui traversent la surface en oblique, qui ont de la portance à la surface. Donc, il y a encore beaucoup d'études possibles pour améliorer tout ça. Absolument. En calcul et en essai. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse, je suis tout à fait disposé à échanger avec lui. Alors, Philippe, là, il y a encore beaucoup de questions, hein, dont un élève qui souhaite, je dirais en gros que tu lui fasses son TP ou que tu l'aides pour faire son TP. Hein. Oui. Donc, moi, je pense que c'est une excellente initiative de ce jeune. Mais je pense que pour tenir on avait convenu d'arrêter à 8 heures pour tout le monde. Oui, donne-lui mon email et puis il m'envoie un email. Voilà, donc ce que je propose, c'est tous ceux qui n'ont pas eu une réponse aux questions, en particulier ce jeune, n'hésitez pas à nous envoyer soit à Patrick ou à moi, ou on enverra tout ça à Philippe. Voilà. Philippe, je vais te remercier, donc je vais arrêter. Je vais simplement... Donc, quand même, je vais profiter de quelqu'un c'est pas de moi, hein, mais donc ça va être l'acquis pour ton exposé. On t'en remercie. Hein. Merci. Donc, je vais laisser la parole à Patrick, peut-être pour les conclusions et la suite. Oui. Écoute, merci. Et merci à tous de ma part. Merci Gérard, merci Philippe là, pour cette excellente et très intéressante conférence. Là, ça a encore été signalé par plusieurs remarques avant que les gens s'en aillent. Il y a des gens qui sont déjà partis. On est passé de 90 à 57.